Je me demande si c'était une sorte d'écho, une projection de la routine si bien rodée qu'elle s'était imprimée dans l'air de l'allée. Je tiens à préciser d'abord que je travaille dans la tech, mais que je suis aussi assez paresseux et que j'ai l'habitude de m'envoyer régulièrement des emails à moi-même pour prendre des notes et rester organisé, vu que je consulte mes mails tout le temps. Fin 2015, ma grand-mère est décédée après une opération de routine qui a mal tourné. Jusque-là, rien de particulièrement étrange, mais ce qui était bizarre à l'époque, c'est qu'elle avait déjà beaucoup souffert d'un cancer et qu'elle était habituée à ce genre d'intervention, c'était la 4e. Ces opérations n'étaient jamais censées être plus que mineures, pourtant, quelques mois avant même que celle-ci soit programmée, elle avait insisté auprès de nous tous pour nous dire qu'elle avait eu une vie accomplie. Elle n'avait jamais fait ça avant et elle avait traversé ses précédentes opérations sans vraiment y prêter attention. Il faut aussi noter qu'elle était plutôt mauvaise avec l'argent et qu'elle n'avait rien à laisser à sa famille en cas de décès. Quelques jours après son décès, nous découvrons qu'elle avait tenu un journal à peu près depuis le moment où elle avait décidé de nous parler de sa satisfaction face à sa vie. Dans ce journal, elle avait écrit des lettres personnelles à chaque personne chère qu'elle laisserait derrière elle, les remerciant d'avoir fait partie de sa vie et leur souhaitant le meilleur. Comme les choses se sont passées très vite pour elle, elle allait bien un jour et était à l'article de la mort le suivant, c'était la seule façon pour elle de dire correctement au revoir à tout le monde. Dans le journal, nous avons aussi trouvé la mention d'une assurance vie qu'elle avait souscrite à peu près au même moment, ce qui fait qu'elle a pu laisser quelque chose à sa famille. De tout ça, il est assez clair qu'elle savait qu'elle allait mourir. Je n'ai aucune idée de comment elle le savait, et personne ne pensait qu'elle resterait à l'hôpital plus de quelques jours. En fait, nous étions même partis en dehors de la ville le jour de l'opération pour un mariage familial. Jusqu'ici, tout ça reste coïncident et presque réconfortant. Ce qui me perturbe vraiment, c'est qu'environ un an après son décès, j'ai reçu une notification sur mon téléphone pour un email provenant de ma propre adresse. Bizarre, je ne me souvenais pas m'être envoyé quoi que ce soit, mais ce n'est pas impossible vu mon habitude, même si ça n'expliquait pas pourquoi j'en recevais un comme ça sans raison. Je l'ouvre, c'est un email vide, encore plus étrange, car je mets normalement une note dans l'objet pour me rappeler pourquoi je m'envoie ça, avec une pièce jointe, une photo de mon ancien chien. Ce qui est troublant, c'est que je n'ai pas pris cette photo, mais ma grand-mère adorait ce chien et il n'aurait rien eu d'étonnant à ce qu'elle l'ait eu. Je suis un peu perturbé, mais je pose le téléphone et je continue ma journée. À ce moment-là, je n'avais pas encore fait le lien. Quelques instants plus tard, mon téléphone sonne à nouveau, un autre email vide avec une pièce jointe. Cette fois, c'est une vidéo du même chien chez ma grand-mère. Là, je commence à penser que mon compte email a été piraté, peut-être même mon téléphone, ou celui de quelqu'un de la famille. Je suis un peu nerveux, mais je ne panique pas encore trop, et je ne pense absolument pas à quelque chose de surnaturel. Jusqu'à ce que j'en reçoive un 3e de ma propre adresse. Vide, avec une pièce jointe, un fichier MP4 cette fois. Je lance la lecture et je deviens livide en entendant ma grand-mère dire « Salut mon chéri ». Elle était irlandaise, mais élevée en Angleterre, donc elle avait une voix très particulière, impossible de se tromper. Je ne crois ni à l'au-delà ni au paranormal, mais je n'ai aucune explication pour ça. À la fin du collège, mes 2 meilleurs amis et moi traversions une phase obsessionnelle pour les fantômes. On avait déjà vécu quelques trucs bizarres en explorant une maison abandonnée du quartier ou en essayant de parler aux esprits avec un verre retourné, des ombres qui filaient au coin de l'œil, des bruits de pas dans les étages vides, des égratignures inexplicables, des réponses qui nous glaçaient le sang. Rien de bien méchant, juste assez pour nous exciter. Un soir, on faisait une pyjama party chez l'un d'eux, dans une grande maison isolée au bout d'une route déserte. Vers minuit, on s'est installé par terre en demi-cercle, 3 personnes, avec une place vide entre nous pour laisser de la place aux esprits. On posait des questions idiotes, on attendait que le verre bouge. Soudain, le verre s'est déplacé tout seul, lettre par lettre, et a formé une phrase claire. « Ça vous dérange si je m'assois avec vous ?» On s'est regardé, pétrifié. La place vide était juste là, au milieu. On a tout de suite rompu le cercle, on s'est réfugié dans le coin de la chambre, serré sur le lit en cercle fermé, dos au mur. Et là,
Ça a commencé, des pas lourds, violents, qui montaient et descendaient l'escalier en claquant comme si quelqu'un courait furieusement de haut en bas. À 1h du matin, on a vérifié 2 fois, toute la famille dormait profondément, porte fermée. On a essayé de clôturer la séance comme on avait lu qu'il fallait le faire, en demandant poliment la permission de partir. Le verre répondait systématiquement non. En boucle. Dehors, sur la route habituellement déserte, la même voiture passait et repassait lentement, phares allumés, toutes les 5 minutes. On voyait la lumière balayer les rideaux, on entendait le moteur ronronner, puis s'éloigner, puis revenir. Personne n'habitait au bout de cette route. Personne n'avait de raison d'y tourner en rond à cette heure-là. Au bout d'un moment, alors qu'on suppliait presque le verre de nous laisser partir, on a tous les 3 vu la même chose, une boule noire, compacte, de la taille d'un ballon de foot, a surgi du centre de la pièce, a filé droit sur nous, nous a frôlé au visage un par un, glacial, puis s'est engouffrée dans le placard en face du lit. La porte du placard a claqué toute seule derrière elle. On était terrifiés, en larmes, blottis les uns contre les autres. On a réussi à obtenir un oui pour quitter la séance qu'après 3h30 du matin. Le verre a enfin bougé vers le au revoir, les pas dans l'escalier se sont tus d'un coup, la voiture n'est plus repassée. On n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, en ouvrant le placard pour récupérer des affaires, on a trouvé une vieille photo de famille qu'on n'avait jamais vue avant, posée bien en évidence sur l'étagère du haut. Une photo en noir et blanc d'une petite fille qu'aucun de nous ne connaissait. Les parents de mon amie ont juré qu'elle n'avait jamais été là. On n'a plus jamais joué à ça après cette nuit-là. Et quand on se revoit, on n'en parle presque pas. Mais on sait tous les 3 que quelque chose s'était vraiment assis avec nous ce soir-là. Et qu'il n'avait pas envie qu'on parte. Quand j'avais 10 ans, ma mère, mon frère et moi avons emménagé chez son copain, dans sa maison. Je me souviens que la première fois que j'ai visité la maison, j'entendais un faible bourdonnement dans les oreilles, comme si la maison vibrait, mais ça s'est arrêté au bout de 10 minutes. J'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit que c'était probablement quelque chose en bas qui faisait du bruit, mais personne d'autre ne l'entendait. Ça m'a laissé mal à l'aise et pas très rassuré à l'idée de vivre là. La première chose qui m'est arrivée dans cette maison, c'est quand je me suis réveillé pour aller aux toilettes. Je suis sorti de ma chambre et j'ai juré avoir vu une silhouette ombreuse assise sur le canapé dans le salon. Je suis allé aux toilettes à moitié endormi et je me suis dit que j'avais imaginé ça, mais pendant que j'y étais, un bruit bas, comme un ronronnement, a commencé dehors, devant la porte, et ça m'a terrifié. Je me suis endormi dans les toilettes cette nuit-là et j'ai fait comme si c'était juste parce que j'étais trop fatigué pour retourner dans ma chambre. La deuxième fois a été encore pire, parce que ça s'est passé dans ma propre chambre et pendant que je dormais. Je me souviens très bien du rêve, je rentrais de l'école à pied, j'entrais dans la maison, et soudain la porte de ma chambre claquait violemment. Dès que ça arrivait, je me suis réveillé en entendant la vraie porte de ma chambre claquer, et j'ai été tiré du lit verticalement pour tomber par terre. Je parle d'être tracté sur environ 2 mètres et de retomber directement sur les fesses. Je n'ai pas dormi pendant 1 semaine après ça et je suis allé passer quelques jours chez mon père. J'étais l'un de ces passionnés de paranormal au lycée, du genre à aller dans des endroits hantés et à essayer de contacter les morts, tout ça. Rien ne s'était jamais produit jusqu'à une nuit où je n'essayais même pas. Avec une bande d'amis, on avait l'habitude d'aller dans ce super parc en banlieue pour prendre des champignons ou de l'acide, ce genre de choses. Il était grand, très ouvert, avec beaucoup de bois et c'était amusant de courir partout. Une nuit, on avait pris du très bon acide et on était en plein trip profond et spacieux. À un moment, je me lève pour aller pisser et je marche jusqu'à la lisière des bois, vers un arbre vraiment énorme. Je commence à uriner quand soudain je vois un type avec un chapeau de cow-boy assis de l'autre côté de l'arbre. J'ai complètement flippé, mais il n'a rien dit et s'est contenté d'un de ses saluts en soulevant légèrement son chapeau, comme un bonjour du matin. Je suis retourné en courant vers mes amis et je leur ai dit, juste pour info, on n'est pas seul ici, il y a un genre de SDF avec un chapeau de cow-boy là-bas. Mes amis ont un peu paniqué parce qu'il était environ 1h du matin, il ne devrait y avoir personne d'autre que nous. Ce n'était pas un parc en ville où il y a toujours du monde.
Ils ont fini par dire la classique excuse, tu hallucines à cause du trip, et qu'il ne pouvait y avoir personne. Je connais la différence entre une hallucination due à la drogue et une vision réelle. Quand on a enfin décidé d'aller voir, probablement une mauvaise idée, il avait disparu. Je n'y ai plus vraiment repensé après ça, ça ressortait parfois comme une histoire drôle. 4 ans plus tard, on organise une petite réunion là-bas. J'y suis avec ma nouvelle copine et le même groupe d'amis principaux, pour boire quelques bières et parler de nos conneries passées. Tout à coup, ma copine dit « Oh merde, je suis déjà venue ici ». Elle nous raconte alors que, quand elle était petite et participait au Mumer, elle avait dû venir dans ce parc pour un spectacle. Elle se souvenait uniquement de ça parce que ce jour-là, ils avaient trouvé un homme qui s'était suicidé là-bas. Je ressens encore des frissons en l'écrivant, parce qu'elle a dit, ils pensaient qu'il dormait parce qu'ils l'ont trouvé affalé contre un énorme arbre avec un chapeau de cow-boy qui couvrait son visage. L'expression sur tous nos visages quand tous les souvenirs se sont connectés en même temps, je me souviens d'avoir eu envie de vomir. Je ne peux pas affirmer que j'ai vu un fantôme pleinement formé d'un homme près de l'arbre où il s'était suicidé, mais ce serait une sacrée coïncidence folle si ce n'était pas le cas. J'explorais une base militaire abandonnée de l'époque de la guerre froide, peut-être même plus ancienne, avec ma copine, et nous avons eu quelques frayeurs. C'était un immense complexe situé juste au bord de l'océan. La base comprenait un hangar à sous-marins énorme, des baraquements, des salles de pompe, etc. Des hectares et des hectares totalement abandonnés. J'y étais déjà allé plusieurs fois par le passé, même la nuit, et je n'avais jamais ressenti quoi que ce soit de flippant. Cependant, ce jour-là en particulier, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être observé. À un moment, ma copine et moi étions dehors en train de discuter, et nous avons entendu un bruit de verre qui se brise. Impossible de déterminer précisément de quel bâtiment ça provenait. J'étais discrètement flippé, mais je suis resté calme pour ne pas inquiéter ma copine. Ça pouvait être un animal, bien sûr, mais quand même. J'ai aussi entendu ce qui ressemblait à des murmures faibles provenant de l'intérieur du hangar, que ma copine a absolument refusé d'entrer. Évidemment, je ne lui en ai parlé qu'après. Nous avons continué à explorer chaque bâtiment à un rythme lent, et nous sommes finalement arrivés au bord de l'eau. Les bâtiments là-bas étaient les plus anciens et les plus éloignés de la route principale. Alors que nous allions tourner à un angle entre deux longs bâtiments étroits, nous avons entendu le bang le plus fort imaginable. Comme si quelqu'un avait claqué une porte de toutes ses forces. Ma copine a fait demi-tour et s'est enfuie immédiatement, donc je n'ai eu d'autre choix que de courir après elle. Une partie de moi voulait enquêter et trouver une explication logique à ce bruit, mais hélas, je ne le saurai peut-être jamais. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais avec certitude qu'il n'y avait pas le moindre souffle de vent ce jour-là, donc je peux écarter les facteurs environnementaux. Le plus probable, c'est que nous étions observés tout le temps par au moins une personne, probablement un sans-abri, et que nous nous approchions un peu trop de l'endroit où elle squattait, ce qui l'a poussé à essayer de nous faire peur. Quelques jours après la mort de mon chien, que j'avais eu pendant plus de 10 ans, d'un décès dû à la vieillesse, je commençais tout juste à accepter la situation. J'avais gardé son vieux collier, son bandana et la boîte contenant ses cendres sur ma table de chevet. Je nettoyais l'extérieur de cette boîte fréquemment, tous les matins sans exception. J'étais en train de regarder une vidéo YouTube ou quelque chose du genre, vers 1h du matin, quand ma chambre est soudain devenue glaciale. J'habite en Australie, donc si la température descend en dessous de 20 degrés, c'est déjà un miracle. Quelques secondes après ce froid intense, j'ai entendu un froissement sur le sol. J'avais mémorisé le bruit des pattes de mon chien quand il marchait. Je pouvais identifier qui se déplaçait dans la maison rien qu'au son de ses pas. Le bruit que j'ai entendu correspondait à 100% à celui de mon chien. Le froissement s'est arrêté et quelque chose a sauté sur mon lit avant de se rouler en boule contre ma jambe, exactement comme le faisait mon chien, il était très petit et utilisait ma jambe comme oreiller. Après m'être calmé, je me suis endormi. Le matin venu, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Elle m'a alors dit qu'elle avait entendu des pas au même moment que moi, quand elle s'était levée pour aller aux toilettes.
Elle m'a affirmé que c'était le fantôme de mon chien qui était revenu pour s'assurer que j'allais bien. Étrangement, pendant les mois qui ont suivi, mon autre chien a commencé à se comporter bizarrement dès qu'il s'approchait de moi. Il venait réellement me demander des caresses, ce qui était rare chez lui. Il préférait aller vers mes parents et m'éviter en général. Celui qui était mort, Eddie, était toujours près de moi. Je suis presque sûr qu'il s'était imprégné de moi ou quelque chose comme ça. L'autre chien entrait dans ma chambre et dormait réellement sur le lit, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Parfois, il venait simplement dans ma chambre, semblait fixer le vide en remuant la queue, ou aboyer contre rien du tout. Je ne sais pas. Je reste convaincu que ma chambre est hantée par mon chien. Il était mon meilleur ami. J'ai eu du mal à me lier avec d'autres personnes depuis son départ. L'idée qu'Eddie veille encore sur moi est étrangement réconfortante, même si c'est un peu bizarre. Ça s'est passé il y a des années, quand ma nièce aînée était toute petite, début des années 1980. Nous vivions dans un petit immeuble de 24 appartements. Nous occupions le numéro 13. Ma nièce jouait souvent dans sa chambre, généralement dans le placard. Nous n'avons jamais compris pourquoi, mais bon, elle avait environ 18 mois, elle ne faisait de mal à rien et n'était pas en danger. Pendant qu'elle jouait, elle babillait et riait constamment, comme si elle tenait une vraie conversation. Souvent, quand un adulte la portait dans ses bras, elle regardait derrière et au-dessus de la tête de la personne, en souriant et en tendant les bras vers quelque chose que, bien sûr, nous ne pouvions pas voir. Quand elle faisait la sieste, ma sœur, sa mère, fermait la porte de la chambre, et ma nièce était trop petite pour atteindre la poignée. Un jour, nous l'entendons jouer dans le placard, puis nous l'entendons près de la porte dire « Dehors, dehors ». Et ensuite la porte s'ouvre. Notre première réaction a été de nous dire qu'elle avait dû comprendre comment attraper la poignée, mais nous avons testé pendant environ une semaine et nous n'avons jamais réussi à lui faire atteindre la poignée, peu importe ce qu'on essayait. Ça a continué à arriver de façon aléatoire pendant plusieurs semaines. C'est à ce moment-là que nous avons décidé qu'elle devait avoir un ami fantôme. À un moment donné, ma sœur a déménagé dans l'appartement d'à côté. La disposition des lieux faisait qu'il y avait une chambre en miroir par rapport à la précédente. Dès le premier jour, ma nièce est allée jouer dans le placard de cette nouvelle chambre. Quelques jours seulement après leur installation, elle entre dans le placard en babillant joyeusement comme d'habitude. Ma sœur était dans la chambre en train de ranger à ce moment-là. Ma nièce entre dans le placard avec son petit bavardage heureux, et en quelques secondes, elle en ressort en courant à toute vitesse, en hurlant et en pleurant. Ma sœur n'a rien entendu ni vu, mais ma nièce était manifestement terrifiée. Elle a refusé d'entrer dans la chambre pendant plusieurs jours, puis elle a accepté d'y aller avec sa maman. Mais elle n'a plus jamais mis les pieds dans le placard, et elle le pointait toujours du doigt en disant « ferme » quand elles allaient dormir ou passer un peu de temps dans la pièce. Nous n'avons jamais trouvé d'autre explication à ce qui s'est passé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.